J'ai le go? J'ai le plaisir d'animer cette deuxième table ronde et d'inviter mes différents panélistes pour me rejoindre, M. Amin Mounir Alaoui, Joël Hamon, sous vos applaudissements, et M. Hassan Bouhia. Merci. Alors, on a un grand challenge. Bien évidemment, c'est de tenir cette table ronde dans un court instant et de garder votre attention juste avant le repas, sachant qu'on a un important retard jusqu'à maintenant. Je voulais aussi dire qu'on devait avoir aussi un autre panéliste avec nous, M. Omar Sorochni, qui est le président de la CNDP, la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel, à distance, mais malheureusement, avec le décalage, il est rentré dans une conférence où il ne peut pas nous rejoindre, mais on va essayer de l'avoir peut-être plus tard. Je suis très ravi de vous avoir. Joël, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que tu voyages beaucoup à travers le monde et tu vas nous en parler, et de tes différents... de ce que tu vois à travers le monde. Très, très ravi de t'avoir. Merci de m'accueillir. Hassan, merci aussi d'être avec nous. Hassan est de la BERD, qui est d'ailleurs partenaire de cet événement. Et si je ne me trompe pas, vous êtes le directeur national du programme d'appui aux entreprises au sein de la BERD. Exactement. Très ravi de vous avoir. m'accueillir. Amin, il est difficile de te présenter. Bien évidemment, membre du Conseil économique et social et environnemental, mais aussi tu as dirigé la PEBI, tu es dans le secteur de la tech depuis toujours, et que tu portes, je sais, avec beaucoup de passion. Merci d'être avec nous dans cette table ronde. Merci à toi. Alors, le thème de la table ronde que nous avons aujourd'hui est d'une certaine manière une continuité de ce qu'on a déjà discuté. Mais on va l'aborder sur d'autres angles. Aujourd'hui, on a des technologies de rupture. On a entendu Monsieur Lejeune ce matin parler de ces différentes technologies de rupture et qui continuent d'ailleurs à évoluer au quotidien vers des choses qui nous permettent de faire ce qu'on ne pouvait pas faire et ce qui permet de démocratiser, de créer des nouveaux scénarios et de nouveaux business models. Et par contre, pour pouvoir les mettre en œuvre, on a décidé d'appréhender la question autour de 3 axes. Le premier, c'est un axe dont on a tous parlé jusqu'à maintenant et qui n'est plus à débattre, qui est l'axe des compétences humaines. Le deuxième axe qu'on va discuter, c'est celui de l'accompagnement aux entreprises. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que c'est un axe très, très important. Le troisième axe qu'on va aborder, sur lequel on va aborder ce panel, c'est l'axe réglementaire. Et on va essayer de discuter ensemble avec vous, mais j'aurais aimé aussi que M. Sorochni soit avec nous, le volet réglementaire. Et bien évidemment, on aura une vision un peu de ce qui se passe au niveau international avec toi, Joël. Très bien. Alors, pour commencer la table ronde, je vais commencer par le volet avec toi, c'est Amin, sur le volet des compétences humaines. On en a beaucoup parlé ce matin. C'est un sujet qui est au cœur de la problématique. C'est un frein pour les entreprises parce que, d'abord, il y a une pression mondiale sur les ressources tech. Le Maroc n'est pas une exception d'une certaine manière. Les ressources tech, dans le monde entier, il y a une pression. Et la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on doit imaginer des nouvelles formes et comment est-ce qu'on doit innover dans le développement de ces compétences pour répondre aux besoins de l'entreprise, et j'ai envie de dire de manière systématique. Merci, merci Sinassar. Tu viens de prononcer un mot qui est très important, qui est compétence. Et je vais prendre la balle au bon puisque c'est un rapport du CESE sera publié incessamment sous peu. Il vient d'être adopté sur les compétences justement et la problématique des compétences. Au Maroc, nous avons un système qui aujourd'hui est basé plutôt sur les connaissances. C'est-à-dire qu'on trouve son job grâce à son diplôme et on évolue dans son job à la fois grâce au diplôme et éventuellement au diplôme supplémentaire qu'on acquiert et à l'ancienneté. Je caricature, ce n'est pas partout pareil, les startups ne sont pas dans ce système, mais le système global marocain tourne autour de ça.
Et justement, le shift qu'il faut faire, c'est de passer de ce système qui est très normé, très structuré, qui fonctionnait très très bien au 19e et au 20e siècle, mais qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui, qui tourne autour des connaissances acquises et en particulier des diplômes et des brevets, et des licences, etc. Comment faire? Alors, je voudrais insister sur un point, parce que ça a été mentionné tout à l'heure par les panélistes précédents, c'est que nous avons une matière première, et ça c'est une réalité. Je parle aussi en tant qu'ancien prof à l'école Mohammedia d'ingénieurs. D'ailleurs, j'ai un certain nombre d'anciens élèves dans la salle que je salue, je suis toujours très, très heureux de les voir. La problématique, c'est que nous avons effectivement une ressource humaine. Alors, je ne sais pas si c'est l'ADN, je ne sais pas si c'est la culture, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est une réalité qui est d'excellente qualité. La preuve, c'est que les écoles de type justement 1337, etc., connaissent un succès extraordinaire. Nous avons à Ben Guerir un lycée d'excellence qui est dans le top 3 ou 4 des meilleurs lycées prépa du système francophone, on va dire de manière générale. Donc nous avons une bonne matière première. Maintenant, la problématique, c'est de diriger cette matière première vers les besoins réels et avec les compétences dont on a besoin. Il n'est pas forcément nécessaire de faire un diplôme d'ingénieur sur 5 ou 6 ans pour aller coder. Les 6 mois du 1337 sont largement suffisants et on a d'excellentes compétences qui en sortent. Mais ces compétences qui en sortent, si elles ne sont pas reconnues sur le marché du travail, il y a une véritable problématique d'adéquation. Donc, nous avons les pépites. Il faut maintenant trouver le moyen de sortir de l'état d'esprit que nous avons initialement pour aller vers un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Ça a été cité juste avant et je remercie les panélistes précédents parce qu'ils nous facilitent le travail. C'est que la révolution digitale est essentiellement sociale et sociétale. La partie technologique est un catalyste, un catalyseur, et ça n'est pas la fin en soi. Mais ce que nous vivons, c'est vraiment un changement de la façon de voir. Aujourd'hui, ces ressources humaines dont nous avons besoin sont disponibles. Je voudrais, avant de rendre la parole, très rapidement, je sais que dans la salle, on est essentiellement tech, mais il ne faut pas oublier tout le reste, qui est extrêmement important. Tu allais y venir? Très bien, ça permet de gagner du temps. C'est une deuxième question que je voulais te poser, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il faut former que les techs pour les techs, alors que c'est un sujet beaucoup plus vaste, etc. Et là, par contre, des études longues sont nécessaires, peut-être plus qu'en tech. Parce que pour avoir un juriste qui soit capable d'appréhender la problématique à la fois technologique, mais qui maîtrise également l'environnement réglementaire et légal au niveau du pays, ça prend forcément du temps, parce qu'il faut beaucoup plus d'expérience, il y a beaucoup plus de travail à faire, et ça, c'est un travail de fond qui, pour l'instant, malheureusement, est très peu fait. Je ne veux pas dire n'est pas fait, mais est très peu fait. Combien d'avocats spécialistes en droit du numérique avons-nous au Maroc? Très, très, très peu. Très, très peu. Ils se comptent sur les doigts, peut-être d'une ou deux mains. Et si on est optimiste, on peut ajouter les pieds, mais on s'arrête à ce niveau-là, on ne va pas plus loin. Donc, cette partie-là est très importante, mais pas seulement. Il y a toute l'administration qui est en back-office aujourd'hui, qui doit faire des prévisions, qui doit travailler sur les nouvelles modalités de marketing, etc. En fait, tout le panel de tout ce que nous faisons tous, et pas seulement les gens présents dans cette salle, y compris les gens qui sont en train de retransmettre ceci, etc. On a complètement changé la façon de faire du média, etc. Donc, il faut vraiment aller sur l'ensemble. Nous avons un secteur de l'éducation qui est, comme le secteur de l'administration de manière générale, qui est extrêmement lent à la réaction, malheureusement. Heureusement que nous avons quelques points qui sont rapides, qui sont plus agiles. On va revenir toujours à cette agilité qui tire un petit peu vers ce dont on a besoin. Et si on ne forme pas et si on ne travaille pas suffisamment tout l'environnement, donc les étudiants, leur donner la possibilité d'étudier ce qui les intéresse avec des modules qui correspondent aux besoins du marché. Si au niveau du marché, on ne donne pas les bonnes incentives à ces étudiants quand ils deviennent professionnels, et en bout de course, ce qui va se passer, c'est qu'on va en former peu, il va y en avoir peu, et vu l'appel d'air international,
on risque de les perdre tous et donc d'avoir un vrai problème à l'avenir. Donc c'est notre responsabilité à tous. Les DSI qui sont dans la salle sont en tête de ces responsabilités, mais également le système éducatif, également l'environnement administratif. Tout ça, c'est nécessaire de travailler tous ensemble pour pouvoir proposer à nos jeunes une vision du monde digital qui leur permette de s'accomplir et d'avoir une belle vie professionnelle et personnelle. Merci beaucoup. Sir Hassan, le Gartner parle souvent de cette courbe de hype de l'adoption des technologies et d'une certaine manière, ma lecture, c'est que finalement, les grandes entreprises, elles ont pris le chemin, elles sont allées, elles savent faire, elles savent se faire accompagner et elles sont dans leur logique de transformation. Plus ou moins rapide, mais elles ont leurs moyens. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner la PME? Et on l'a entendu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait qui est en fait le grand pourvoyeur de travail, qui est là où il peut y avoir de l'agilité, parce que c'est là où il y a de la difficulté. Je sais que vous connaissez bien le sujet. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner la PME dans sa logique de transformation et de consommation de ces technologies, de les mettre en œuvre et de transformation de ces business models? Merci Sinasser. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir avec vous sur le plateau. Donc comme vous le savez, donc je viens de la Bird. Donc la Bird, nous avons un programme d'accompagnement de la PME comme plusieurs autres organismes au Maroc. Alors jusqu'à aujourd'hui, donc nous avons travaillé sur plusieurs volets d'accompagnement. Donc pour l'organisation, la stratégie, l'efficacité énergétique, IT, les systèmes d'ingénierie, etc. Aujourd'hui, les 3 thématiques phares de la Bird sont le digital, l'environnement, le green et l'inclusion. Donc aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur ces 3 volets, y compris le digital. Donc nous avons plusieurs programmes d'accompagnement justement, où le digital donc, prend une partie importante. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, donc la transformation digitale n'est pas juste un sujet concernant les DSI, ça concerne finalement les différents départements de l'organisme. Les directeurs généraux doivent vraiment être réellement impliqués pour que cette transformation digitale se passe bien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir voilà, juste une personne qui est responsable du projet sans vraiment avoir le soutien du DG et finalement le soutien de toute l'équipe. Parce que, encore une fois, ce n'est pas juste la direction SI, mais c'est vraiment toutes les directions. C'est la direction RH qui doit justement recruter des gens qui sont d'un certain niveau en termes de compétences digitales. C'est la direction des opérations, c'est les autres directions également. Donc, pour revenir à la Bird toujours, donc aujourd'hui, voilà, nous sommes là parce que nous y croyons énormément. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu être partenaire institutionnel de l'OSIM. Donc, on est vraiment content d'être là. Donc, nous sommes là non seulement pour parler finalement aux PME, mais également pour parler aux consultants. Parce que les cabinets de conseil, finalement, sont nos ambassadeurs auprès des PME. Alors, juste pour explication, donc la PME pour la Bird, donc c'est la PME définition européenne, donc c'est les entreprises qui font jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc finalement, on s'adresse à toutes ces entreprises tant que l'effectif ne dépasse pas 250 personnes. Donc finalement, pourquoi je dis qu'on s'adresse également aux consultants? Parce que donc c'est les consultants qui sont finalement notre interface. Et au sein de la Bird, donc, nous voulons cibler ces nouveaux secteurs, donc, qui sont ces secteurs finalement qui sont le digital et le green. Alors en termes de mission de conseil, la Bird accompagne une entreprise jusqu'à 3 missions de conseil. Donc pourquoi je dis ça? Dans le sens où quand le consultant arrive, alors idéalement c'est de venir avec une mission qui a réellement une valeur ajoutée pour la PME et non pas faire une mission pour faire une mission. Alors aujourd'hui, on voit la compétitivité de l'entreprise en termes d'évolution de son chiffre d'affaires. On voit aussi l'évolution de son effectif. Et donc nous voulons accompagner ces PME, ces entreprises
pour justement améliorer leur compétitivité et pour qu'ils puissent recruter, parce que finalement, la PME, c'est le plus gros recruteur au Maroc, et c'est grâce à lui qu'on pourra réellement développer le secteur privé et en faire une locomotive autant que le secteur public pour développer l'économie marocaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Joël, je sais que tu as un regard très, très intéressant en voyant ce qui se passe dans le monde, et en particulier ces dernières années, après le Covid, avec tous les voyages que tu as faits. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui est en train de changer? Alors, je vais peut-être avoir un discours un peu différent. Je ne vais pas parler de technologie. Ça fait quand même 40 ans que je vends de la technologie dans différentes entreprises. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir quelle est on parle de transformation digitale, mais quel est l'impact de cette transformation digitale sur l'organisation, sur le management et sur les salariés. Et on voit de plus en plus des entreprises qui reviennent sur le centre, au cœur de la richesse de l'entreprise, que sont les salariés. Le Covid a été un fantastique accélérateur. On a eu une discussion ce matin si ça a permis d'accélérer 10 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Mais c'est un choc, un changement de culture important. On parlait tout à l'heure d'attirer les talents ou de garder les talents. On va devoir prendre, nous dirigeants ou CFO, CEO, des décisions de réorganisation, peut-être aussi changer notre propre façon de fonctionner, parce que le monde a changé. 27% des salariés dans les entreprises et une grande partie dans les startups sont ce qu'on appelle aujourd'hui des milléniums ou génération Z. Et ces gens-là, comme nous tous, on a eu la chance, parce qu'on est tous des cols blancs, de pouvoir passer 3 semaines, 1 mois, 3 mois pendant le Covid, à s'apercevoir que finalement, on peut travailler à la maison, que nos informaticiens avaient préparé avant, sans le savoir, tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse travailler à distance. Il nous faut simplement une connexion Internet, aussi les problèmes de débit qu'il faut mettre pour avoir du 2 mégas partout, mais finalement, ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Des entreprises aux États-Unis ont décidé de dire aux employés « revenez tous au bureau ». 20% des gens ont dit « non, on ne revient pas ». On veut continuer à travailler dans un modèle où on veut choisir notre façon de vivre. La notion de bonheur est de plus en plus importante dans l'entreprise. Les gens n'acceptent plus de revenir tous les jours au bureau. Ça a un sens aussi par rapport à sauver la planète. Quel est l'intérêt d'aller tous les jours au bureau, passer 1 heure en voiture, polluer la planète, alors qu'on peut parfaitement le faire à la maison? Donc pour moi, le choc, et ce qu'on doit intégrer, c'est qu'on doit changer, nous, notre façon de manager. Est-ce qu'on est capable de manager par la confiance ou manager par la présence? On a tous été habitués, on a tous eu des managers. Moi, ça fait 40 ans que je travaille. Au début que j'ai travaillé, j'avais un manager qui considérait qu'il faisait son job quand il avait ses employés en face de lui, qui arrivaient à la même heure que lui et qui partaient à la même heure. Plus personne ne veut faire ça aujourd'hui. Les gens veulent être libres de leur emploi du temps. Vous êtes dans l'informatique, vous voulez recruter un talent qui n'est pas dans votre pays, parce qu'il a une spécificité particulière. Vous allez l'embaucher là où il est. Vous avez dans vos entreprises aujourd'hui des talents qui vont vous dire « Demain, moi, je veux pouvoir aller passer 6 mois à Ibiza, parce que de toute façon, le travail que je fais, c'est j'écris des lignes, je peux parfaitement le faire à distance. » Donc la technologie permet tout. C'est plus un problème de comportement, de management. Est-ce que nous sommes prêts à changer notre façon de fonctionner pour garder ces talents et où en attirer des meilleurs? Moi, je peux vous raconter que toute ma carrière, quand j'ai embauché des gens, les jeunes, ils disaient demain, je voudrais être manager, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel parcours je veux faire pour aller? Aujourd'hui, la première question, c'est moi, je veux travailler 3-4 jours chez moi, est-ce que c'est possible? Si vous dites non, ce talent ira ailleurs. Vous avez des talents ici qui peuvent créer des start-up. Il faut aussi que nous, on change nos mentalités et laisser les jeunes travailler comme ils veulent. La notion de bonheur est différente. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent peut-être pas faire les grandes carrières qu'on a fait en travaillant comme des bêtes, en ne voyant pas nos enfants, en passant le week-end à travailler. Ils ont compris que leur cadre de vie est un mixte entre le travail et la maison et ils commencent à ne plus vouloir sacrifier leur vie personnelle. Ça, c'est pour moi l'impact technologique et nous avons, nous, le devoir de faire en sorte qu'on leur offre des applications pour qu'ils aillent dans cette voie-là. L'autre sujet, parce que je ne sais pas si je pourrais l'aborder,
c'est la rupture que ça peut créer dans l'entreprise. Je vais vous raconter un cas qui s'est passé au Brésil. Le mois dernier, j'étais au Brésil, en Argentine, au Danemark, en Allemagne, en France, à Dubaï et ici. Partout, les gens, ils sont conscients qu'il peut y avoir un problème de rupture. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont la chance de travailler à la maison, forcément, quand ils rentrent dans l'entreprise, ils en parlent, comme quoi c'est bien. Par contre, on a dans nos entreprises, et tout dépend du secteur d'activité, 80% des gens peut-être qui sont obligés d'aller tous les matins à la chaîne et qui, eux, ne bénéficient pas de cet avantage. Et un avantage qui est des fois aussi le paiement de 3 mètres carrés de l'appartement, on rembourse la connexion Internet, on rembourse une partie de l'Internet. Ces gens-là qui travaillent tous les jours, qui sont le cœur de la production de l'entreprise, ils n'ont rien. Les entreprises commencent à penser différemment. Et j'étais au Brésil, et je te repasserai après la parole, j'étais au Brésil il y a 15 jours, visiter une grosse entreprise à Florianópolis, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un endroit fantastique. Une grande entreprise industrielle. Tous les gens qui sont marketing, sales, finance, HR, peuvent travailler de chez eux. Ils ne sont pas obligés de revenir 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils se sont rendus compte que très vite, les gens commençaient dans les usines à parler. Première chose qu'ils ont mis en place, c'est un tableau de bord où chaque individu, tous les matins, doit mettre en face de son nom une pastille, un smiley vert, orange ou rouge. Si le smiley est orange, le manager doit impérativement aller le voir pour comprendre quel est le problème et aider le salarié. Ils ont mis en place déjà des cabines médicales dans l'entreprise qui permettent aux gens de ne pas aller chez le docteur et de pouvoir se faire livrer les médicaments directement dans l'entreprise. Donc c'est ce genre de truc qui montre que l'individu est au cœur de la transformation. Voilà, je te laisse la parole. Non, mais c'est très passionnant parce qu'en fait, on voit bien ces sujets-là qui arrivent dans d'autres endroits et puis qui finalement, on va les recevoir petit à petit parce que voilà, c'est la nature des choses. Et je voulais faire un petit clin d'œil à mon ami Hassan, qui depuis tout à l'heure, tu dois être très heureux d'entendre parler de bonheur au travail parce que tu l'as répété plusieurs fois, n'est-ce pas Hassan ? Et ça doit te faire beaucoup de plaisir de l'entendre. Je voudrais juste rappeler redire quelque chose. Ce matin, j'ai été surpris de ne pas entendre le mot DRH, ressources humaines, dans toutes les transformations que vous avez. On doit les impliquer au début de toute transformation parce qu'ils ont un rôle à jouer sur la formation, sur plein de choses. Il faut les intégrer au tout début des process. Et justement, en fait, c'était la question à un moment donné, parce que quand on a parlé de formation, c'était un sujet que je voulais... mais tu l'as abordé, qui est le fait que finalement, quand on parle souvent de formation, dans la tech, on parle de la formation des techs eux-mêmes. Et on oublie qu'il faut former nos juges, nos avocats. Tu n'as pas dit nos législateurs, parce qu'ils écrivent des lois sans comprendre nécessairement ce qu'ils écrivent, etc., etc. En fait, c'est toute la société, y compris les DRH, qu'il faut former. Je voudrais arriver sur le dernier point, qui est celui de la régulation, ou de la réglementation. C'est un sujet qui me passionne, et je sais que ça vous interpelle aussi, parce que c'est aussi un sujet qui va toucher à ces problématiques-là. La réglementation, elle peut être pensée de plusieurs manières. On peut voir la réglementation comme un cadre réglementaire de conformité. Il faut que je me conforme à la loi. Il y a aussi des gens qui écrivent la réglementation comme un moyen pour protéger des secteurs économiques et ne pas laisser la place à de nouveaux arrivants. C'est aussi des sujets qui sont utilisés dans la réglementation. Et puis, il y a un troisième volet de la réglementation ou de la législation qui, des fois, est fait pour créer quelque chose, pour lancer une nouvelle dynamique et essayer de tester des innovations et de lancer des nouvelles choses. Je voudrais avoir votre point de vue sur ces 3 angles et qu'est-ce qu'il faudrait faire chez nous pour en fait, transformer notre culture de la réglementation et de la législation. Amine, je sais que tu as passé beaucoup de temps sur ces questions-là, tu étais même à la NRT, donc tu connais ce sujet de la réglementation, mais bon, je t'interpelle en tant que, du point de vue conseil économique et social et de ton expertise sur ces sujets-là. En fait, il faut être conscient que dans tous les pays du monde, mais le Maroc ne déroge pas à la règle, c'est que pour passer une loi, il faut du temps. Une loi, c'est 3 à 5 ans dans le meilleur des cas. La loi sur les télécoms, sur laquelle j'ai eu le plaisir de travailler il y a quelques années, ça a mis plus de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas changer la loi tous les jours. Donc, la façon de voir la loi qui était... une loi sert à encadrer la société.
pour éviter les abus et pour permettre effectivement un développement social, économique, culturel, etc. Et la conception de la loi aujourd'hui, lorsqu'elle est faite, on va prendre le cas négatif pour démarrer, lorsqu'elle est faite en l'absence de ceux qui savent à peu près comment ça marche, et au niveau techno, ça arrive beaucoup, mais pas seulement au Maroc, dans le monde entier. Ce qui se passe, c'est qu'on prend des lois qui sont soit inapplicables, et donc elles ne servent à rien, mais le temps de les changer, il y a 5 autres années qui passent, et entre-temps, ça a évolué et on reste bloqué. Soit on fait des choses qui sont contre-productives. Et à ce moment-là, on fait des lois qui vont bloquer le système au lieu de l'aider. Donc la problématique, c'est que il faut... alors, elle est au Maroc aujourd'hui, elle est un petit peu tempérée par la deuxième chambre. La deuxième chambre dans laquelle il y a des professionnels, dans laquelle il y a un certain nombre de syndicats et de la CGEM en particulier qui sont représentés et qui permet d'amener une teinte, une couche supplémentaire de compétences spécifiques. Si demain, nous tous ici dans la salle, on doit écrire une loi pour le développement des startups, on va le faire d'une façon qui ne sera pas forcément la façon que les ministères et les parlementaires vont faire, parce qu'on a une certaine connaissance, parce qu'on touche à ce secteur et qu'on a la loi sur la protection des données. C'est dommage que notre ami Omar Sarrouchni n'est pas là, mais cette loi a été faite justement un petit peu en dehors du circuit, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont un peu bloquants. Donc l'idée, c'est d'être plus actif en tant que... alors, l'OSIM fait partie quelque part de la société civile organisée. Il faudrait que la société civile soit plus active sur cet aspect technologique et ne pas laisser uniquement les lobbies. Alors là, parce que là, par contre, je suis d'accord avec toi, il y a des lobbies qui sont extrêmement efficaces, qui vont aller mettre le petit point-virgule qui va bien à l'endroit qui va bien dans la loi pour bloquer complètement le marché et qu'ils se le gardent eux et que ça ne soit pas ouvert. Donc, il faut être conscient que nos parlementaires, il faut les alimenter. Il y en a un certain nombre qui le demandent. Hein, donc, juste à titre anecdotique, enfin, c'est pas anecdotique, ça devrait être structurel. Aujourd'hui, le Parlement demande régulièrement au Conseil économique, social et environnemental de venir leur présenter une problématique sur laquelle on a travaillé et qui est extrêmement technique pour que justement ils évitent les trappes éventuelles qu'ils peuvent avoir sur leur chemin lorsqu'ils vont rédiger les lois. Donc ça c'est important. Je pense que nous avons, là aussi, je reviens, nous sommes tous collectivement responsables, mais il faut aller voir nos parlementaires. Nous avons tous des amis qui sont parlementaires et puis nous avons voté, donc nous avons des parlementaires avec qui nous travaillons. Les ministères, bien entendu, parce que ce sont eux qui rédigent en général les avant-projets, et faire très attention à ce que ça soit quelque chose d'utilisable. Il n'y a rien de pire qu'une loi qui n'est pas applicable. Pourquoi ? Parce qu'elle décrédibilise tout le système juridique et judiciaire. Hein, parce que si on ne peut pas le faire, on dit vous voyez, c'est complètement stupide ce truc-là, on ne peut pas le faire. Et Dieu sait qu'il y a pas mal d'articles qui ne sont pas applicables. On ne peut pas le faire, et donc je n'applique rien. Et ça alimente l'informel. Et les jeunes qui sont extrêmement réactifs, justement, on est en train de parler de start-up. Je connais, mais je pense que tout le monde dans la salle connaît un certain nombre de start-up qui sont extrêmement efficaces, qui fonctionnent très très bien, mais qui sont 100% informels, qui n'ont jamais été enregistrés au Maroc, qui ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de patente. C'est très mauvais, à la fois pour le pays en tant que tel, mais même en termes d'état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qu'il va falloir changer. Il faut être réactif avec les jeunes, sinon les jeunes vont nous échapper et ils vont créer leur propre monde, ce qu'ils font déjà d'un point de vue digital. C'est ça une même question identique sur le volet réglementaire. Est-ce que vous voyez des choses que la réglementation ou la législation peut faire pour aider en fait sur ces volets de l'accompagnement de la PME, pour l'accélérer, pour lui donner un boost et faire en sorte qu'on accélère sa transformation? Alors en fait, moi, pour répondre à cette question, je vais rebondir sur le fait que l'OSIM puisse jouer un peu le rôle de société civile, ainsi que plusieurs organismes.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur ce qui est faisable et ce qui est réalisable. C'est-à-dire se concentrer sur des lois qui prendraient jusqu'à 5 ans pour les faire passer. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'allure de la transition numérique qui est en train d'être prise avec tous les partenaires du Maroc, avec les entreprises avec lesquelles les PME marocaines commercent, je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur le terrain aujourd'hui et qu'on puisse vraiment cibler qu'est-ce qui est faisable dès maintenant. Donc pour revenir à ça, donc effectivement, il y a l'OSIM donc qui est là, qui est un partenaire important dans le digital. Je rebondis aussi sur les compétences par rapport à tout à l'heure. Donc on parlait des compétences, mais il y a aussi les compétences des consultants. Aujourd'hui, la Bird est capable de former également les consultants. Donc nous pouvons travailler avec l'OSIM, avec d'autres organismes justement pour organiser des formations pour les consultants, pour réellement monter en compétences dans le genre de missions sur lesquelles on travaille. Tout à l'heure, je parlais d'accompagnement. Donc pour accompagnement, je veux dire subvention. C'est-à-dire que la Bird subventionne entre 50 et 80% des missions d'accompagnement de conseil pour les entreprises. Donc comme j'ai dit, allant jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, juste pour conclure, en fait, aujourd'hui, il faut aller sur le terrain. Nous avons fait toutes sortes d'études avec toutes sortes de conclusions. Aujourd'hui, il faut sortir ces conclusions et les mettre en application. Et donc la Bird peut jouer un rôle justement pour accompagner cette mise en application. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. On est d'ailleurs venu en force. En 2017, donc nous avons ouvert le bureau de Tanger. En 2019. Fin 2019, nous avons ouvert le bureau d'Agadir, donc avec Covid. Donc j'en profite pour rappeler à tout le monde que nous avons des bureaux sur Agadir et sur Tanger. L'équipe est là. Nous avons aussi un programme par rapport à l'accompagnement des startups, ça s'appelle Star Venture. On accompagne des startups, on a eu un premier cohorte cette année et on s'apprête à lancer le deuxième cohorte où on peut accompagner à hauteur de 50 000 euros les startups. Nous avons aussi un programme pour accompagner les incubateurs. Voilà, donc, et vu que l'on a besoin. Voilà, donc encore une fois, les instruments sont là, il faut en profiter. Et il faut qu'on soit tous ambassadeurs justement de ces informations pour en faire profiter un peu tout le monde. Parce que vraiment, au bout du compte, c'est promouvoir le secteur privé, c'est créer de l'emploi et mettre le Maroc sur la carte internationale de la transformation digitale. Merci. On va finir peut-être avec un mot, Joël. Alors moi, j'ai peut-être pas grand-chose à rajouter sur ces sujets-là. Simplement par rapport à ta question du début, pratiquement tous les pays européens aujourd'hui ont fait passer des décrets autorisant les entreprises, et je dis bien autorisant et pas dictant, autorisant les entreprises à avoir 2 jours de travail à la maison. Si toutes les entreprises font ça, on va être confronté aussi à un autre problème humain, c'est l'appartenance à un groupe, l'appartenance à la société. Et c'est vrai que la jeune génération, et particulièrement celle qui a commencé à travailler juste avant le Covid, et les gens qui ont été embauchés pendant le Covid, parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont prospéré pendant le Covid, comme la mienne, puisqu'on fournit des équipements pour se connecter sur les ordinateurs, ces gens-là, ils ont souffert. Ils ont souffert parce qu'ils ne voyaient pas leurs copains, donc ils ont inventé les Zoom apéros, ce qui veut dire qu'il faut que l'entreprise prévoie des moments où ces gens qui travaillent à la maison vont pouvoir se rencontrer. Et le bon exemple, c'était tout à l'heure la personne qui est directrice ou PDG de Majorel. Eux, ils ont été très agiles. Quand le Covid est arrivé, ils ont décidé, et c'est une décision de management, pas technologique, parce que la techno est là, de laisser les gens travailler chez eux. Ils ont pris de l'avance technologique par rapport à leurs concurrents. Après, il va falloir qu'ils acceptent que peut-être 50% des personnes ne reviennent pas travailler parce que c'est mieux de travailler de chez soi. Et on avait cette discussion ce matin sur quand on pose la question aux gens, et je la pose à chaque fois que je voyage, mais quand vous êtes à la maison, vous travaillez plus ou moins? 100% des gens disent « je travaille plus ». Pour moi, ce n'est pas qu'ils travaillent plus, c'est qu'ils ont peur de dire à leur manager qu'ils travaillent moins, parce que le but, c'est d'être plus efficace. Le but, c'est qu'ils gagnent 2 heures de transport, qu'ils en gardent une pour eux, qu'ils aillent faire du sport. Et moi, dans mon entreprise, quand j'appelle des fois des gens de mon organisation, s'ils vont faire 1 heure de sport à 15 heures l'après-midi, je m'en fiche. Je sais qu'ils vont faire le job parce qu'on a mis en place dans l'entreprise des tableaux de bord pour mesurer et être capable de donner des objectifs atteignables sans mettre une pression de fou. Parce que l'objectif, c'est, et la vie va comme ça, on va travailler moins.
En France, vous connaissez, maintenant on veut travailler 35 heures. Le président qui veut faire la retraite à 65 ans, il se bat, c'est plus possible. Donc on a envie d'avoir une qualité de vie. Et l'informatique, ce que vous faites au quotidien, vous allez favoriser cette nouvelle façon de travailler avec des outils plus performants, avoir toutes les applications sur le mobile au lieu d'avoir sur l'ordinateur. Moi, quand je voyage, je fais plein d'appels de mon mobile. J'ai même plus mon ordinateur quand je voyage. On peut tout faire de la tablette. Donc attention aussi à laisser les gens travailler chez eux sans voir ce côté d'appartenance à l'entreprise. Il y a eu énormément de dépression chez les jeunes pendant cette période-là. Donc c'est ce paramètre humain, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Et je voudrais conclure là-dessus, parce que ce que tu as dit, c'est que quand Mme Rittacleux a parlé du fait qu'ils ont switché très rapidement, c'est vrai que c'est une décision de management, mais il faut rendre hommage au DSI qui a fait en sorte que c'était possible. Parce que ce n'est pas parce que le management l'a décidé que c'était forcément possible. Il a fallu prendre des décisions en 2 jours. Voilà, les DSI qui sont là, c'est eux qui ont permis à ce que puissent transiter et à travailler chez nous sans trop de problèmes et de continuer à opérer. Ça, je pense qu'il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont fait un travail absolument remarquable. Il faut les remercier. Je vous remercie. Hassan, je te rends peut-être la parole. Je sais que c'est le moment d'aller prendre le repas. Merci à vous. Merci de votre participation et de votre voyage. Et un applaudissement à nos panélistes. Hassan, oui, des applaudissements aux panélistes et une photo aussi à nos panélistes. Je vais peut-être en profiter pendant la photo de dire un grand merci à tous les panélistes. Joël qui nous a juste émerveillés. Au Maroc, on ne parle plus de DRH dans le sens ressources humaines, mais beaucoup plus comment rendre heureux. Et donc le RH, c'est rendre heureux. Et j'aime beaucoup le fait que sur ce panel, on a beaucoup plus parlé de bonheur. Je me souviens de quelqu'un qui était parti voir un sage. Il lui dit « Je veux le bonheur ». Il lui dit « Écoute, tu enlèves le jeu de ton ego, le vœu de ton désir et tu retrouveras le bonheur ». Je pense que là, le digital et le bonheur, c'est une quête qui est dans le temps long et dans le temps court. Et merci beaucoup de l'avoir initié.